On est à 3 minutes du lancement de la Williams. J'attends 20 personnes, objectivement. Parce que vous avez été 20 à me dire oui, je suis très motivé pour un live Twitch sur TikTok, sur Instagram, pardon. Du coup, voilà. On en attend encore 18 qui vont sûrement pas venir, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Euh, Lancement Williams, premier stream de l'histoire de cette chaîne. Premier stream, voilà, ça va être globalement mauvais. Je vais pas mal bégayer, mais c'est pas grave, on va bien se marrer. Williams, deuxième présentation de l'année 2024. Bonsoir, bienvenue sur le chat. Euh, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on attend de Williams finalement en 2024? C'est un petit peu la question qu'on va essayer de se poser pendant ce live. Objectivement, je pense que Williams peut faire une très bonne saison. Je rentre direct dans le vif du sujet. On va même pas parler de Haas. Bon, j'avoue, j'ai pas stream pour Haas. J'étais pas chez moi déjà, première raison. Deuxième raison, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette équipe? Pas grand chose, franchement. L'année dernière, en fin d'année dernière, on en a déjà parlé sur Instagram et sur TikTok. As, je les trouve un peu dans une position où globalement ça va mettre pas mal d'années à revenir sur le devant de la scène, enfin à venir sur le devant de la scène parce que ça n'a jamais vraiment été. On a Gunther Steiner qui a été gentiment remercié en fin d'année, en début d'année 2024 je crois, pardon. Et ça prouve entre guillemets qu'il va y avoir du changement pour cette équipe, qu'on commence à, j'ai envie de dire, à être un petit peu plus motivé du côté de Gene Haas, le propriétaire de l'équipe, pour essayer de performer. Gunther Steiner qui était juste pas au niveau, tout simplement. Alors, c'était bien marrant de faire le con sur Netflix, mais ça ne suffit pas pour mener une équipe. Du coup, il a été remercié. Le remplacement, on n'est pas certain. Ayao Komatsu, bon, ex-ingénieur de Romain Grosjean à l'époque, ingénieur de piste, qui était passé directeur, je crois, technique chez Haas avant d'être team principal. Bon, c'est assez, enfin c'est monnaie courante hein, maintenant que les directeurs techniques, etc., d'anciens ingénieurs deviennent team principal. Je trouve que c'est un petit peu particulier parce que c'est quand même un métier complètement différent, mais on lui laisse le bénéfice du doute. On verra bien ce qu'il va réaliser cette saison chez Haas. En tout cas, j'avais bien raison de ne rien faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune ambition pour ce début de saison chez Haas, avec tout simplement le patron, du coup, Yao Komatsu, qui a déclaré nous serons dans les derniers, si ce n'est dernier. Voilà. En gros, si vous êtes fan de Haas, rendez-vous en 2025. Voire dans quelques saisons, objectivement. Mais aujourd'hui, on est sur Williams. Et Williams, pour le coup, je suis très déter. 30 secondes, il va falloir que je me bouge avant de commencer le stream de Williams. Là. Mais je pense que ça va vraiment être une bonne saison pour eux. Ils ont déjà prouvé en 2023 qu'ils arrivaient bien à progresser. Alors ça a un petit peu stagné sur la fin de saison, mais ça a quand même beaucoup progressé au moment de l'été. Avec un nouveau patron maintenant qui attaque sa deuxième année, James Valls, qui franchement est plutôt bon. On avait un peu des doutes parce que pareil, hein, lui c'était pas du tout son métier avant ça chez Mercedes. Et au final, il s'est avéré qu'il est plutôt très bon. Je vais maintenant me taire, on va react à cette magnifique présentation. J'ai oublié de mettre le son. C'est parti, c'est déjà nul. Hop les. Je sais pas du tout si on entend. J'ai aucune idée. S'il faut, vous entendez pas du tout ce qui se passe. Tu n'entends pas. Eh bien, je ne sais pas comment faire pour qu'on entende. Si, attends. J'ai aucune idée si on entend ou pas. Sinon, ce sera sans son. Il y aura que moi qui parle. C'est un peu nul. Là, normalement, j'ai activé un truc. Euh... Aïe, aïe, aïe. On voit bien que c'est très mauvais hein, pour l'instant comme performance. Bah, je sais pas comment faire, frérot. J'ai aucune idée. Ah, je suis si mauvais. Alors, pourtant, j'ai quand même activé le truc vidéo capture device. Hein. Mhm. Ah putain, il est là lui aussi encore. Sinon, je vais faire la traduction en live. Hein. Non, ça change juste la face, l'overlay. Ça va rien changer. Euh, Bah non, hein, j'ai tout d'activé. Dans les assets de ta scène, tu dois. Putain, je me prends un cours en live. Tu dois pouvoir sélectionner ton entrée de son pour le flux entrant. Alors là, frérot, dans les assets de ma scène. Bah ouais, j'ai ça là, mais. Manuel à la taille de la fenêtre, ça c'est juste de l'image finalement.
Sinon, peut-être je rajoute une source. Attends, il y a peut-être une source qui s'appelle tout simplement son de la scène. J'aurais peut-être dû regarder avant de lancer un live finalement, hein. Widget, mur d'emoji, bandeau de don. J'aurais pas de don, frérot. Fenêtre de chat. Capture de la sortie audio, mesdames et messieurs. Mhm. Alors là, je suis trop con, on m'entendait carrément plus du coup, c'est génial. Vidéo capture device, audio output. On est en train de louper la présentation. Enfin, vous la regardez, vous, très bien. Moi, je suis en train de la louper. Euh, Elle a l'air magnifique, cette Williams. Il n'y a pas de son, mais elle est belle, hein. Les combis, j'adore. Les combis sont blanches. J'aime beaucoup. Salut, James. Non, bah, il y aura pas de son, je pense, hein. Je pense qu'on fera un cours pour les prochains lives, hein, parce que là, il y a vraiment pas de son. C'est catastrophique d'être aussi nul. Non, j'ai tenté, les gars. J'ai tout tenté. Mais ça sera ciao, hein. De toute façon, après, on est trois, là, actuellement, hein. Donc, on dit que c'est une première. C'est un petit brouillon, quoi. Bon, on arrête d'essayer. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Bonsoir. Hop, je supprime cette merde. Ok, alors, est-ce que c'est une vraie voiture ou est-ce que c'est tout simplement une maquette de l'année dernière avec la nouvelle livrée? Ça, c'est une bonne question. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Frérot, il y a le patron de Haas qui sponsorise la voiture. Ah, par contre, il est vraiment en train de nous faire un listing de tous les sponsors. Je vais câbler. Ok, eh bien, c'est super. Plein de sponsors. N'empêche, on rigole sur les sponsors, mais faut se rappeler quand même, il y a quelques années, pas si lointaines, pardon, il y avait très très peu de sponsors, hein, sur cette voiture, parce que bah, Williams, frérot, ils étaient tout le temps derniers globalement, donc c'était un petit peu compliqué niveau sponsor. Ça fait plaisir d'en voir, parce que ça veut dire que l'équipe, elle attire un petit peu du monde, entre guillemets, et qu'elle est plus performante qu'avant. Je pense objectivement que c'est la même voiture que l'an dernier, hein. Ou alors ils ont vraiment rien changé, parce que niveau sidepods et tout, ça m'a l'air très très similaire. Là, ils sont juste en train de débrief la livrée, et je crois que ce n'est qu'une livrée. Tant pis, on n'aura qu'une livrée à se mettre sous la dent. De toute façon, globalement, hein, même les voitures qui sont euh, présentées, on va dire, dans leur version 2024, en général, évoluent beaucoup jusqu'aux premiers essais hivernaux à Bahreïn, et encore plus au premier Grand Prix qui suit la semaine d'après. Donc au final, qu'on ait une livrée ou une vraie voiture, ça change pas grand chose. Ah, ça a présenté sa vraie voiture, sachez-le, avec un concept très proche de Red Bull d'ailleurs, au niveau des pontons et des sidepods. Euh, Là, le frérot, j'aime beaucoup les combis, putain, elles sont belles. Elles sont très jolies ces petites combinaisons, hein. Mais en tout cas, la voiture est belle aussi. Franchement, je la sens bien cette équipe. Je vous le dis. Moi, je vous le dis, je le sens super bien, Williams, en 2024. Ils ont vraiment. Ils ont une voiture qui est simple. Bon, alors là, c'est celle de l'an dernier, donc forcément, mais je veux dire, l'an dernier, ils avaient déjà une voiture qui était très simple dans sa conception, qui n'avait pas beaucoup d'aéro. Je me rappelle que pas mal de monde qui s'était moqué sur les réseaux quand la voiture avait été soulevée, je sais plus, je crois que c'était en Espagne, à Barcelone, que la voiture avait été soulevée. Et en dessous, c'est vrai que bah, tout le diffuseur, etc., c'était hyper simple dans le dessin par rapport à des Red Bull, des Ferrari qu'on avait vus au Grand Prix de Monaco soulevés. Et beaucoup de monde s'était moqué en mode ah, ça m'étonne pas qu'il soit dernier. Mais en attendant, la voiture, elle est plus facile à comprendre du coup. Et toutes les évolutions qu'ils ont apportées en 2023, elles ont toujours fonctionné du premier coup. C'est pas le cas de toutes les équipes. Ça n'a pas été le cas d'Aston Martin, ça n'a pas été le cas de Haas, notamment. Donc voilà, franchement, vaut mieux avoir une voiture simple mais qui fonctionne, entre guillemets, que d'aller chercher trop de complexité aérodynamique et qu'au final, à chaque fois que tu apportes un package, ça fonctionne pas. Donc moi, je pense que Williams, ils ont plutôt bien fait en 2023 et ça va progresser, nul doute, en 2024. Mais la voiture est belle. Voilà. Enzo Ferrari disait que les belles voitures allaient vite. C'était des voitures rapides. On verra, mais, mais en tout cas, elle est belle.
Oh, Alex, il a envie de crever, le frérot. Je regarde sur quoi le live. Sur le site de Williams, directement. Tu veux le son en plus, hein, c'est ça. Tu veux choper le son pour de vrai, hein. Ouais, en gros, c'est sur le site de Williams. Il y a un petit bandeau en haut, présentation de la voiture 2024, et tu cliques dessus. Ouais, frérot, ça fait du simulateur, ça parle du développement de la voiture, etc. Bon, j'ai toujours un petit peu de mal, j'avoue, avec la petite pile Duracell, là. Il y a 50% de moi qui trouve ça très marrant, 50% qui trouve ça pas très beau. Mais, euh, mais en vrai, ouais, bon, ça bouge pas. Mais j'aime beaucoup le bleu. Elle est plus foncée, j'ai l'impression, que l'an dernier. Enfin, plus bleu, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Surtout combi. Ça fait 3 fois que je le dis, mais j'aime beaucoup. Logan Sargent. On n'a pas parlé de Logan Sargent, c'est vrai. Enfin, on en a un petit peu parlé sur Insta et TikTok quand on a débrief la saison des équipes. Euh, Beaucoup de monde l'ont critiqué, il a été beaucoup critiqué, Logan Sargent. C'est vrai, pas si rapide que ça. On avait l'impression que dès qu'il attaquait, dès qu'il en mettait un petit peu trop pour essayer de matcher Alex Albon, ça partait dans le mur et ça crachait assez souvent. Mais au final, je trouve qu'il a fait une saison quand même qui est plutôt correcte. Alors, Logan Sargent, objectivement, les frérots, on n'est pas sur un Charles Leclerc, hein, c'est clair. Mais je pense quand même qu'il peut profiter d'une deuxième, voire d'une troisième saison pour être à son top niveau, entre guillemets, en F1, même si tu n'atteins pas ton top niveau en 3 saisons. Mais c'est vrai que souvent, c'était Franz Tost qui disait ça, team principal de Toro Rosso, AlphaTauri, Visa, Cash App, RB, j'en peux plus des noms de F1, je vous le dis. Mais qui disait qu'il fallait 3 saisons à un pilote pour se développer et pour être vraiment, on va dire, prêt pour la F1, entre guillemets. C'est même pas être ultra performant, expérimenté ou quoi, c'est 3 saisons juste pour être un bon pilote, entre guillemets, genre, juste pour être prêt à la Formule 1. Parce que la F1, c'est ultra différent de la F2, que ce soit la voiture en elle-même, il y a beaucoup plus de circuits, il y a beaucoup plus d'attention médiatique. Ça aussi, pour les pilotes, c'est un truc, ça change beaucoup. C'est-à-dire qu'un paddock de F2, tu te balades dedans, frérot, il n'y a personne. Enfin, j'exagère à peine, mais en interview, tu sors de la voiture, il n'y a pas 30 journalistes qui te sautent dessus, etc. En F1, même quand t'es dernier, t'as beaucoup, beaucoup d'attention médiatique, de fans, etc. T'as le double de course quasiment, enfin le double de week-end en tout cas dans la saison. Et si on doit parler un petit peu plus en précision pardon, de la voiture pour le coup, la F1 est beaucoup, beaucoup plus rapide. Il y a un gap entre F2 et F1 en perfo qui est bien plus important qu'entre F3 et F2. Et c'est d'ailleurs, je crois, Logan Sargent qui en parlait il y a quelques mois et qui disait que il y avait trop de différence en fait entre les F2 et les F1. Voilà, je sais pas comment faire. Enfin, si, il faudrait faire des F2 plus rapides quoi. Cette année, on a des nouvelles F2 hein, d'ailleurs, hein. Voilà, donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Mais globalement, je pense pas qu'elles vont être beaucoup beaucoup plus rapides que l'an dernier, hein. C'est plutôt une update design et un peu de sécurité aussi. Je crois qu'ils ont pas mal amélioré la sécurité des monoplaces. Et par contre, pour demain, enfin non, demain, je sais pas s'il y a une presse. Il y a des presses demain? Non, je crois pas. Mais il faut que je trouve comment avoir le son. Parce que moi, je suis cool, mais vous devez vous faire chier, hein. Je suis désolé. Mais le fameux James Valls, voilà, dont je parlais tout à l'heure, qui était directeur de la stratégie chez Mercedes, à l'époque où il faisait des bonnes stratégies. Voilà. On n'a pas parlé en live d'ailleurs, je viens de capter, on n'a toujours pas parlé d'Hamilton chez Ferrari, hein. Mais c'est pas le sujet pour l'instant. Il y a d'autres réels qui arrivent. On va pas spoiler. Tu vois, par rapport à la combi de l'année dernière, je trouve qu'elle tabasse celle de cette année, hein. Tu vois, l'année dernière, ce bleu un peu. Je suis en train de capter que je crois que la voiture, par contre, c'est le même bleu, hein. C'est juste que l'année dernière, il y avait plein de bleus différents, en fait, sur la voiture. Il y avait une sorte de damier un peu bizarre, là. Alors que cette année, c'est plus clean, on va dire. Bon, là, on a le droit à des images de 2023. Voilà, la voiture a toujours pas roulé. Je sais pas s'ils vont rouler à Silverstone ou Barcelone ou quoi avant de prendre la piste à Bahreïn. Faut savoir que les équipes, elles ont droit à un shakedown
de 100 km, je crois. Je crois qu'ils ont le droit de faire 100 km sur des pneus de démonstration. Euh, donc globalement, ça permet de checker la voiture, de voir si ça roule bien, entre guillemets, s'il n'y a pas de problème, de gros problèmes, on va dire, avant de prendre la piste pour les essais hivernaux, parce que les essais hivernaux, c'est 3 jours. C'est très 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 peu. Surtout que c'est qu'une voiture à la fois, hein, donc tu peux pas faire rouler deux voitures en même temps pendant 3 jours, donc c'est très très peu de roulage. Et si tu démarres la voiture à Bahreïn, qu'elle fait un tour et qu'elle a un problème, et que pendant une journée ou une demi-journée tu es au garage, c'est catastrophique, clairement. Donc c'est à ça que sert le shakedown, vérifier si la voiture fonctionne bien. Et tu as aussi 200 ou 300 km, je sais plus, d'autorisé pour des filming days, donc pour toutes les prods vidéo, etc. Quand ils font les images qu'on vient de voir d'ailleurs à Bahreïn, c'était ça l'année dernière. Donc ça aussi, les équipes en général, vous ne croyez pas qu'ils font juste rouler la voiture pour le plaisir et qu'ils la filment. Ils en profitent aussi pour checker si tout va bien et aussi pour récolter, collecter des informations sur la voiture, des informations techniques. Voilà. Donc en gros, ça te fait 300-400 km à peu près que tu peux faire avant la saison. Même si je crois que le filming day, tu dois pouvoir l'étaler sur la saison, je pense. Je suis pas certain, mais je pense que tu peux l'étaler sur la saison pour faire plusieurs jours de tournage. Ah ok, j'ai eu peur, parce qu'il était en train de dire, regardez la voiture maintenant, 12 mois après mon arrivée. Je croyais que du coup la voiture était différente, mais franchement, ou alors j'ai un très mauvais œil, mais je crois pas que la voiture soit différente de l'an dernier, hein. Enfin, le châssis en lui-même. Mais effectivement, là, il est en train de parler de tous les sponsors qui sont arrivés en un an. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Franchement, ça fait plaisir de voir Williams comme ça, puisque c'est quand même une écurie historique. Et c'est vrai que pendant quelques saisons, ça a été compliqué. Très, très compliqué. Là, 2000, à partir de 2017, globalement, ça a commencé à descendre. Et 2018, c'est carrément un enfer. À l'époque où il y avait Russell et Kubica, là, la voiture était à 2 secondes des temps, quoi. C'était terrible. Donc c'est cool de voir une voiture qui se bat un peu pour les points, etc. Franchement, ça fait plaisir. Il est en train de dire qu'en gros, il faisait un bon job l'année dernière, mais que on est loin du great job. On verra bien ce à quoi ça ressemble, le great job. Mais, je vous jure que le sponsor Komatsu me tabasse de rire, hein. Du coup, là, je suis en train de me dire que moi, j'essaie d'écouter pour débrief, mais vous avez pas de son. Donc vous êtes juste là en mode, bon, elle est cool l'image. Il est beau, James Walls. C'est terrible, c'est le pire stream de l'histoire. Vous savez quoi? Je me relance dans ma quête pour trouver comment mettre le son. C'est mort. Je vais y arriver. En fait, j'ai un truc qui s'appelle Video Capture Device. Il est réglé. Le son, genre, il est activé. Mais il n'y a pas de son. Je ne comprends pas. Si je clique là-dessus, il y a quoi? Vous savez quoi? On va le supprimer. De toute façon. Ou alors, j'ai une solution de galérien là. Si je le mets sur le son de mon ordi sans mon casque, techniquement, ça peut passer, non? Je viens de supprimer, je viens de capter que j'ai supprimé ma cam. Je suis le pire mec au monde, putain. Je suis trop con. Je vais le remettre, je vais le remettre. Vous inquiétez pas. Ah non, je suis trop nul. Euh, Bon, après, ce qui est bien, c'est que vous voyez toujours la presse Williams. C'est le principal. Alors, j'arrive même pas à le retrouver, le capture vidéo. Je suis vraiment trop nul.
Pardon, je suis trop con. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? Je l'ai pas supprimé partout, voilà. Je vais le reprendre ici. D'ailleurs, j'ai le chat qui s'affiche pas du tout ici. C'est super. Normalement, il est censé s'afficher à droite là. C'est pas grave. Ah, Jamie Chadwick qui pilote Williams maintenant, enfin pilote qui fait partie de l'académie. Qui va rouler en F1 Academy, je crois, pour Williams. Ou alors je suis en train de dire une énorme connerie. Euh, Mesdames et messieurs, je vais y arriver. Ah, je suis concentré, frérot. Je suis en train de checker sur mon écran si ça passe. Ça m'a l'air propre là. Ok. Ah oui, quand je désactive. Donc du coup, c'est le son de ça. En fait, c'est quand j'ai supprimé le son que ça a supprimé le truc. C'est elle qui roule en F1 Academy pour Williams. Effectivement. La fille de Ken Block, qui a fait, qui faisait de la monoplace aux États-Unis, qui fait un peu de tout globalement. Elle fait pas expliquer avec la voiture de son père. Enfin, elle fait beaucoup beaucoup de choses différentes. Elle a roulé partout quasiment dans tout type de voiture. Elle a fait du rallye, elle a fait du circuit, du GT, de la monoplace. Donc, elle a pas mal d'expérience. Je viens de tabasser mon bureau. Elle a pas mal d'expérience. Donc ça peut être une très très bonne pilote. Ah, du coup, Jamie Chadwick, elle est F1 Academy Advisor. Ok. Écoute, pourquoi pas. Euh... Toujours pas réussi à mettre le son, globalement. En fait, je comprends pas pourquoi la capture de fenêtre capture pas le son en même temps. J'ai l'impression d'avoir 45 ans face à ce logiciel-là. On était 4, on n'est plus que 2. Il y en a deux qui ont dit frérot, tu me saoules, y a pas de son, je me casse. En vrai, je comprends. Capture de l'entrée audio, capture de la sortie audio. Ah non, ça en fait, c'est pas. Non, mais 100% c'est dans les réglages de cette merde. C'est sûr. Bon, c'est parti pour le. Du coup, on entend à travers le micro. J'enlève mon casque. C'est très galérien comme technique. S'il faut, le son est dégueulasse d'ailleurs. Jamie, F3 as a preparatory series is critical for a driver's development and hopes of making it to Formula One. What are the unique challenges of that championship? Je sais pas I du tout ce think que the ça tough donne. thing about F3 is you almost need to be the finished product by the time you get there almost. You know, there's not much room for Est-ce development. que You're le going son est in bon? at a really high level. You're racing on the F1 circus. You've got to prove yourself. You've got sort of a very short window to prove it. So looking at a lot of these drivers, they've got to come in and be on Peut-être, the money peut-être straight pas. away almost. And what do you think Luke's aims for 2024? Je vais approcher Will, le will micro it de be mon a ordi. year of learning? Is it gunning for the title? I think it has to be gunning for the title. I mean, he finished off the year last year winning Macau, which is something as a driver, I think everyone could dream of, and I take my hat off to him. It's an unbelievable achievement. But with that, I think comes the pressure of putting your name at the top of the list to try and win the title. So I wish him the best of luck in that. Absolutely, and we all agree with that. F1, of course, is the ultimate goal of any racing driver, and the Williams Racing Driver Academy has two drivers tantalisingly close to the pinnacle of the sport. They will both be racing this year in the Formula 2 Championship. I'm Zach O'Sullivan from the UK, and this year I'll be racing with ARTGP in Formula 2. Last year I was racing Formula 3, I finished second in the championship, so quite a successful season. Highlight from me last year, I would say, was competing FP1 in Abu Dhabi with Williams. Any kind of opportunity you get to drive a modern F1 car is
It's so special. So yeah, of course, thank you for Williams for that opportunity. This year I'm stepping up to F2, obviously a rookie year for me, a new car also for everyone in the championship. Not too sure what to expect, but I'm looking forward to it. I'm Franco Colapinto from Argentina. La question c'est est-ce que on s'emmerde pas un petit peu sur ce live maintenant que la voiture est présentée. Parce que je pense qu'ils vont présenter tous les pilotes de l'académie. Et derrière, je sais pas qui ils vont présenter derrière, mais Such a long time since an Argentinian drove a Formula 1 car, 20 years or more than 20 years. For me to be the first one again, it was, I think, a very historic moment, not only for myself, but for the country as well. Zach and Franco have joined Jamie and myself here in the studio. Guys, great to see you. I would ask you about on va regarder un petit peu la voiture en détail. Je pense qu'elle a été... J'avais préparé les fenêtres. Je suis pas si mauvais. Je suis un peu nul, mais pas trop. Baissez le son de... Ça là. Regardez-moi ces combinaisons. 15 fois qu'il le dit. Donc là, on a les pilotes avec leur casque. Vous pouvez d'ailleurs apprécier du coup le casque d'Alex Albon pour 2024. Eh, il n'y a pas que moi qui le dis. Il n'y a pas que moi qui le dis. Tout le monde kiffe les combinaisons. On voit pas le casque de Sargent. Il a pas dû encore le faire potentiellement. Hop, si on va là-dessus, qu'on recharge. Magnifique. Donc ça c'est la petite vidéo. Et ça a mis le budget, hein. Je suis en train de dire un peu les commentaires, mais du coup, effectivement, Alex Albon, on en parle un petit peu. On en parlait chez Ferrari. Enfin, on l'annonçait un petit peu chez Ferrari, en discussion en tout cas avec Ferrari pour remplacer Carlos Sainz et devenir le coéquipier de Charles Leclerc. Bon, si vous vivez pas dans une grotte, normalement vous savez que le coéquipier de Charles Leclerc, c'est plus vraiment une question. Maintenant, puisque ce sera Sir Lewis Hamilton, et du coup on parle potentiellement maintenant d'un Alex Albon de retour chez Red Bull. On sait qu'il avait déjà été chez Red Bull depuis Spa en 2019 jusqu'à la fin de saison 2020. Ça s'était soldé par un arrêt de la Formule 1 pendant un an. Voilà, il avait été... on va dire viré. Non, parce qu'il était toujours pilote quand même au Red Bull, mais il avait été rétrogradé voilà, par Red Bull pour la saison 2021, qu'il avait fait en DTM d'ailleurs, je crois, sur une Ferrari, si mes souvenirs sont bons, qui était d'ailleurs décoré AlphaTauri. Très belle voiture, la déco était super. Mais c'est pas le sujet. En tout cas, il pourrait être de retour effectivement chez Red Bull, ce qui pourrait être pas mal en vrai, même si il y a pas longtemps j'ai tombé sur une interview justement, qui est assez récente d'Alex Albon, qui disait que être coéquipier de Max Verstappen c'est quand même pas facile. Déjà le bougre est plutôt rapide, mais en plus de ça, il parlait du style de pilotage de Verstappen qui est hyper pointu, assez unique dans... J'ai l'impression qu'ils sont en train de remontrer quelque chose. Ah, ils sont totalement en train de montrer ce qu'on a vu sur Instagram. Et qui est qui est assez unique effectivement parce que Verstappen, un peu comme Leclerc, ils apprécient tous les deux beaucoup une voiture qui est ultra pointue, précise du train avant. Ça veut dire que le train avant, il est vissé au sol. La voiture a aucun sous-virage. C'est-à-dire que vous tournez un tout petit peu de volant, ça tourne. Et par contre, du coup, forcément, une voiture, c'est un équilibre. Donc si vous en mettez beaucoup sur l'avant, ça veut dire que vous avez un train avant qui est absolument collé au sol, mais du coup, le train arrière, lui, il est obligé de suivre un peu comme il peut, entre guillemets. Et du coup, ça peut un peu se balader. Et le problème, on va dire l'avantage d'abord de ces voitures-là, de ce réglage-là, c'est que c'est ultra performant. C'est comme ça que vous êtes le plus performant, et d'autant plus avec les voitures modernes depuis 2022. Le problème de ça, on va dire le revers de la médaille, c'est que vous avez une voiture ultra sensible, et Alex Albon, je trouve, a trouvé le parfait exemple pour faire comprendre. C'est, imaginez votre souris d'ordinateur, vous prenez la sensi et vous la mettez au maximum. C'est-à-dire que dès que vous allez un tout petit peu bouger, votre souris, frérot, elle fait tout l'écran.
Et ben c'est ça, un peu, de conduire une voiture de Verstappen. Et enfin, de conduire la Red Bull, parce qu'elle est, au fur et à mesure de la saison, développée pour Verstappen, pour deux raisons. La première, c'est que c'est le pilote numéro un. Et la deuxième, c'est que c'est en développant comme ça et en la roulant de cette manière qu'elle est la plus rapide. Donc quand les gens disent toujours oui, Verstappen, vous vous rendez compte, c'est pas normal qu'on développe la voiture pour lui, ou en tout cas c'est sûr qu'il va être devant son coéquipier vu que la voiture elle lui correspond plus. Certes, bon déjà c'est le pilote numéro un, donc voilà, mais en plus de ça, c'est la façon la plus rapide de faire. Donc c'est pour ça aussi qu'on suit Verstappen. Si Verstappen avait un style de pilotage qui était plutôt à l'inverse, avec un train arrière très posé et un train avant plutôt sous-vireur, bah, peut-être qu'on le suivrait pas, ou moins en tout cas. J'en sais rien après, hein, mais je trouve qu'effectivement, c'est assez normal pour le coup que Red Bull suive plutôt les directives de Verstappen. Le problème, c'est quand on est Alex Albon, et il le confie dans l'interview, c'est un pilote qui lui aussi aime beaucoup un train avant très pointu, mais il y a genre Alex Albon, Max Verstappen. C'est-à-dire que frérot, Verstappen, il est sur une autre planète, clairement. Et malheureusement, il y a très peu de pilotes sur la grille qui peuvent suivre, et donc être coéquipier de Verstappen, c'est pas une très bonne idée. Il y a aussi Lando Norris qui s'exprimait à ce sujet et qui disait moi non plus, je veux pas être coéquipier de Verstappen. Il l'a dit quand il a re-signé chez McLaren il y a une semaine à peu près. Être coéquipier de Verstappen aujourd'hui, pour beaucoup de pilotes, c'est une mauvaise idée. Donc, est-ce qu'on verra Alex Albon chez Williams, chez Red Bull en 2025? Je sais pas. En tout cas, son contrat arrive arrive à terme fin 2024, donc il pourrait peut-être remplacer Sergio Perez. Globalement, chez Red Bull, on n'a pas beaucoup d'autres plans, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas vraiment de juniors qui sont au niveau. Alors, on a Ricciardo. Quid de Ricciardo? Qu'est-ce qu'il va proposer pour 2024? 2023, il n'a pas vraiment eu le temps de prouver, parce que le frérot s'est pété le poignet. Enfin, la main, je sais plus. Donc, on n'a pas vraiment pu l'évaluer. Ce qui est sûr, c'est qu'en fin de saison, Tsunoda, il était au moins à son niveau, voire un peu devant. Donc, c'est pas de très très bon augure, à mon avis, mais pourquoi pas. En tout cas, Ricciardo, c'est clair et net, il l'a dit, je vise le baquet de Perez. Donc ça, c'est sûr et certain. On verra s'il y arrive. En tout cas, Alex Albon, pour moi, ça pourrait être une super solution, parce qu'entre deux, Albon, je pense que au global, même si c'est, je pense, très difficile à vivre à sa place, mais je pense que ça lui aura fait quand même beaucoup de bien de se faire rétrograder, un peu comme à Gasly en fait, hein. C'est des pilotes qui ont vécu une grosse épreuve. Tu vois, tu bosses toute ta vie, tu es dans le giron Red Bull, tu montes, tu fais F3, F2, avant ça tu faisais du karting, etc. Tu arrives en Formule 1 chez Toro Rosso, boum, on te met chez Red Bull, ça y est, c'est le rêve, t'es là quoi. Et puis tu performes pas, c'est compliqué, t'as la pression, ça se passe mal, et tu finis par être rétrogradé. C'est une très mauvaise expérience, hein, globalement, à vivre. C'est pas très fun. Et les deux, à chaque fois, ont super bien rebondi. Alors, Pierre a eu la chance de rester quand même en Formule 1. Albon, lui, on l'a carrément dit, frérot, c'est ciao, parce qu'il n'y avait pas de place en Formule 1, tout simplement. Au moment où on prend la décision en 2020, il n'y a plus de place pour 2021. Donc, il faut savoir que la décision s'est prise très tard, hein. Je crois que c'était après le Grand Prix de Bahreïn en 2020 que la décision a été prise. Donc, c'était très tardif. Et forcément, Alex Albon, il n'a pas vraiment eu le temps de retrouver un baquet ailleurs. Red Bull l'a quand même conservé. Et justement, comme je disais tout à l'heure, là, en voyant en DTM, je pense qu'au final, il est revenu chez Williams avec très peu de pression, parce que la voiture était juste pas capable de grand chose. Et sans pression, en revenant un petit peu par la petite porte, entre guillemets, ça lui a permis de prendre les choses, on va dire, étape par étape, et d'être performant, et de revenir petit à petit à de la performance, en étant en plus, et ça je pense que c'est aussi une très bonne chose, et c'est aussi ce qui était arrivé à Pierre Gasly, en étant le leader d'une équipe. Et ils n'ont pas atterri à chaque fois dans une équipe qui était dans laquelle ils devaient jouer entre guillemets encore les deuxièmes pilotes. Ils ont pu prendre possession, j'ai envie de dire, d'un team en développant tout le team autour d'eux. Et c'est ce qu'est en train de faire Alex Albon chez Williams. C'est ce qu'a fait pendant plusieurs saisons Pierre Gasly chez AlphaTauri. AlphaTauri, c'était l'équipe de Pierre Gasly, quoi. C'est le seul pilote qui est resté aussi longtemps. AlphaTauri, avant ça, Toro Rosso, c'est le junior team Red Bull. Vous restez 3 ans,
soit vous montez chez Red Bull, soit vous dégagez. Hein. C'est le nombre de pilotes qui, au bout de 2, 3, voire même des fois qu'une seule saison, sont partis parce qu'il n'y avait pas de place chez Red Bull ou alors ils n'étaient pas jugés assez performants pour Red Bull. Il y en a un paquet. Bref, cette Williams, elle est super belle. As a pas manqué de faire la petite blague du coup, Komatsu. C'est sympa de voir le nom de notre team principal sur les sidepods. Franchement, attendez. Il faut quand même que je vérifie un truc. Williams 2023. Alors, si on peut potentiellement prendre celle d'Abu Dhabi, ça m'arrange. Non, pas Robbie Williams du coup. Attendez, rien à voir, mais il y avait un concert de Robbie Williams à Abu Dhabi. Ok. Voilà. Alors, la voiture. On va essayer de prendre un plan où on la voit bien. Genre ça. Attention, je sors mon œil de lynx pour vérifier si c'est la même que cette voiture que nous avons devant les yeux. Ah bah, frérot, je suis vraiment con, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Voilà. Tout simplement. Donc effectivement, c'est bien la livrée 2024 et je pense que l'on aura la vraie voiture sûrement soit en photo espion pour un shakedown à Silverstone. Normalement, équipe britannique, ça devrait aller tester à Silverstone avant de partir sur Bahreïn. Normalement. Surtout qu'ils ont présenté quand même la voiture assez tôt. Après, est-ce que la vraie voiture est prête? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, effectivement, on est bien sur un châssis. Si on regarde par rapport à la voiture de fin de saison, effectivement, que ce soit au niveau des side pods, et même les petites sorties d'air, etc., ils ont carrément stické la voiture d'Abu Dhabi, quoi. Mais bon, en général, c'est souvent ce qui est fait. Voilà, pour la petite présentation Williams, petit live en vrai. Je sais pas, est-ce qu'on parle d'un petit peu de Lewis Hamilton, peut-être Lewis Hamilton, j'y pense parce que je le vois, le frérot chez Ferrari. Je vais en faire un réel. Enfin, j'en ai déjà fait un, mais je vais en faire un deuxième parce que il y a des choses à dire, entre guillemets, sur ça. J'avoue, passer l'excitation. Parce que je vous raconte un petit peu ma journée. Vous en avez rien à faire, mais je le fais quand même. C'était mercredi, je sais plus. Bref, pas très important. Je monte ma petite... C'était en tout cas le lendemain de l'annonce du refus de la F1 de l'entrée d'Andretti. Je fais donc mon petit réel le soir même, que je termine le lendemain matin. Donc je charbonne mon petit truc et tout, je fais mon petit montage, mes petits sous-titres et tout. Je sors la vidéo, je vais chez le coiffeur, je reviens de chez le coiffeur. J'ouvre Twitter, tranquillement, le plus tranquillement du monde, j'ouvre Twitter. Et là je vois Hamilton chez Ferrari, c'est quasiment fait. Comment ça, mon frérot, Hamilton chez Ferrari, c'est quasiment fait? La semaine dernière, on me parlait de Pierre Gasly et d'Alex Albon à la place de Carlos Sainz. Comment ça, Hamilton chez Ferrari, c'est fait? Du coup, je me renseigne un peu plus loin quand même, parce que je me suis dit, on va pas se lancer dans une vidéo si c'est juste un tweet, parce que on en a vu des rumeurs dans ces dernières années de Lewis Hamilton. Je me rappelle, il y a un petit moment, il était passé à Maranello pour configurer, je crois, sa LaFerrari, et tout le monde s'était dit, oh, le frérot va signer chez Ferrari, c'est sûr, regardez, il était à Maranello, je l'ai vu. Non. Spoiler, il n'a pas du tout signé chez Ferrari. Juste, il venait configurer sa voiture. Donc, on en a eu des rumeurs comme ça. On en a eu même l'été dernier aussi parce que je ne sais pas si on le savait déjà ou si on l'a appris là, mais en tout cas, Fred Vasseur et Lewis Hamilton ont déjeuné ensemble à Saint-Tropez cet été pour parler un petit peu, pour parler affaires finalement. Et Hamilton avait dit non, je reste chez Mercedes. Cette situation, elle a changé. Pourquoi ? Parce qu'avant de comprendre si c'est une bonne décision ou pas, on va comprendre le pourquoi. Le pourquoi, c'est simple, c'est que Sir Lewis Hamilton voulait prolonger 3 ans chez Mercedes. Ce qui est assez surprenant. Enfin, assez surprenant. Moi, ça m'a surpris de savoir qu'il voulait faire ça parce que Hamilton, souvent, il s'est exprimé sur le fait que la retraite, elle n'était pas très loin et que, bon, voilà, on va dire qu'il n'allait pas faire du yozo, entre guillemets, en Formule 1 comme peut le faire Alonso, même si il est toujours très très performant, il n'y a pas de problème, mais Alonso, c'est le frérot, tant qu'il est capable de rouler, il le fera. Ça, vous pouvez en être sûr. C'est le seul pilote de tout l'hiver qui n'a pas arrêté de rouler. Le frérot, il était dans des karts
dans des kart cross, dans une GT, il a conduit une Aston Martin GT3, enfin bref, il n'a pas arrêté de rouler de tout l'hiver. C'est le seul gars, on lui dit frérot, t'as 2 mois de vacances, il dit non, je vais rouler sur circuit. Parce que il est né pour ça, il vit pour ça. Hamilton, c'est pas vraiment ce profil-là. Hamilton, c'est un mec, il a plein de passions à côté, la mode, la musique, etc. Le frérot, il va pas rester en F1 pour rien faire. Donc j'étais assez surpris qu'il veuille 3 ans, mais pourquoi pas, il prend ses 3 ans, sauf que Mercedes lui a dit non, nous ce qu'on te propose, c'est même pas un contrat de 2 ans, c'est un contrat d'1 an avec option. En gros, tu as un contrat de 2 ans, mais ta deuxième année, elle est optionnelle. C'est-à-dire qu'il faut activer une clause dans le contrat qui dit bah voilà, frérot, on prolonge pour la saison en plus. En général, ces clauses-là, elles peuvent aller dans les deux sens ou dans un seul sens, entre guillemets. C'est-à-dire que ça peut être uniquement le pilote qui choisit ou pas d'activer cette clause, ou ça peut être uniquement l'équipe. Ce qui veut dire que des fois, le pilote, en général, quand c'est des pilotes stars, etc., ils se le permettent de faire par exemple 2 saisons plus une optionnelle, et on verra bien au bout de 2 saisons si j'ai envie de poursuivre avec vous ou pas. Des fois, ça peut être l'inverse avec l'équipe qui dit frérot, on te signe pour 1 an, potentiellement l'année d'après, mais il va falloir nous convaincre. Et là, c'est totalement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la clause allait dans les deux sens. C'est-à-dire que et Hamilton et Mercedes pouvaient dire non, on ne prolonge pas après 2024. Donc c'était un contrat pour 2024 de sûr et 2025 optionnel. Ce qui me fait dire que, enfin, ce qui me surprend un petit peu, parce que ça, on l'a appris pour le coup maintenant, hein, on l'a appris uniquement après l'annonce du changement d'équipe d'Hamilton, c'est que Mercedes cherche dans un avenir plus ou moins proche à remplacer Hamilton. Ce qui n'a pas dû lui plaire. Objectivement, moi, ça me plairait pas trop, parce que le frérot ramène quand même 6 titres à Mercedes, leur permet, entre autres, parce qu'il y avait l'aide de son coéquipier aussi à chaque fois, mais de glaner 8 titres d'affilée, record absolu dans l'histoire de la F1, constructeur. Donc, me dire au bout de 2 ans qu'on gagne pas, et sachant que c'est pas vraiment de la faute d'Hamilton, entre guillemets, c'est plutôt la voiture qui est en cause, sachant qu'en plus Hamilton a objectivement un petit peu tartiné Russell. On va remonter tout de suite. Ça va être très long de faire ça, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Sur les comparaisons entre les coéquipiers, Hamilton cette année, il a bien tapé Russell, donc mine de rien, c'est quand même assez surprenant qu'on lui dise frérot, écoute-moi, j'ai pas trop envie de re-signer avec toi sur du trop long terme. Voilà, 15-7 en course, 11-11 en qualif, c'est plutôt propre, mais beaucoup plus de points, 6 podiums contre 2, des meilleurs résultats, une pole aussi, et moins d'abandon. Sachant que Russell, notamment, la grosse erreur, on l'avait dit déjà aussi quand on avait débriefé la saison de Mercedes, c'était bien entendu Singapour dans le dernier tour où il se plante misérablement dans le mur. Donc assez surpris à ce niveau-là, et Hamilton, clairement, il l'a mal pris et il a décidé de revenir un petit peu vers Ferrari, enfin en tout cas de revenir sur sa décision par rapport aux propositions de Ferrari. Pourquoi ? Parce que Ferrari, c'est simple, il lui proposait tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire que John Elkann, CEO de Ferrari, a dit frérot, écoute-moi, j'ai envie que tu viennes, tu fais ce que tu veux, tu demandes l'argent que tu veux. On parle quand même potentiellement de 100 millions d'euros par an. Par an. C'est énorme. Genre, à côté, Mercedes donnait 50 à peu près à Hamilton. 50, 60 maximum sur ses plus belles années, on va dire, avec les primes de victoire, etc. Donc, 100 millions, bon. Ça va en faire un des sportifs les mieux payés de la planète, ça c'est sûr. Et définitivement, en tout cas, le pilote de F1 le mieux payé de la planète et de l'histoire de la F1. Donc, niveau argent, pas de problème. Niveau contrat, on parle d'un contrat long terme. Donc, on parle d'un contrat pluriannuel. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas. C'est un peu comme le contrat de Leclerc. Le contrat de Leclerc, apparemment, irait jusqu'en 2028 ou un truc comme ça, avec une possibilité de sortir en 2026, si jamais la voiture n'est pas assez performante. Potentiellement, c'est peut-être le même contrat chez Hamilton, je ne sais pas. En tout cas, quand John Elkann a rappelé une énième fois Hamilton, il a dit tu sais quoi frérot, oui, en fait. Parce que chez Mercedes, je sens que je suis plus à ma place. Je pense que ce qui a compté aussi, c'était le fait de ne pas avoir été écouté en 2022.
La voiture a été mal née, on le sait, le concept n'a pas marché. C'est pas uniquement à cause des pontons, mais ça en fait partie. Le concept aéro global de la Mercedes n'a pas fonctionné en 2022. Et je pense que les ingénieurs ont été un petit peu aveuglés par la fin de saison plutôt correcte en 2022 de Mercedes, avec la victoire de Russell au Brésil, avec les bonnes perfs à Abu Dhabi, etc. Et se sont dit, frérot, on a réussi à bien développer la voiture, je pense qu'on peut faire fonctionner ce concept. Il s'avère que non, ils n'ont pas réussi. Ils s'en sont rendus compte malheureusement trop tard, entre guillemets, et ça, Hamilton, depuis le début, il avait dit, les frérots, le concept là, je le sens pas, c'est pas bon. La voiture est pas bonne, il faut changer. Et les ingénieurs ont dit non, tout simplement. Et ça, je pense que c'est aussi, je pense qu'Hamilton l'a assez mal vécu parce que faut se dire que t'es 7 fois champion du monde, t'es chez toi. Hamilton, ça fait, il a fait plus de 10 ans chez Mercedes. Il attaque sa 12e saison chez Mercedes. Donc, t'es vraiment à la maison. T'as l'impression que ton team, forcément, t'as vécu pendant de très nombreuses années une situation idéale où tu faisais que gagner, tout se passait très bien. Et du jour au lendemain, la voiture est pas bonne. Tu dis à tes ingénieurs qu'elle est pas bonne et que tu veux en changer. Et ils te disent tous non, frérot, t'inquiète, on gère. Et bien évidemment, début 2023, on s'est rendu compte que c'était bien Hamilton qui avait raison. La voiture était toujours pas bonne et on est revenu en arrière finalement à Monaco. Mais on a perdu du temps, beaucoup de temps. Mercedes a perdu 1 an et demi globalement de développement par rapport aux autres à s'entêter à aller dans une direction qui n'était pas la bonne. Donc forcément, ils ont 1 an et demi de retard sur Red Bull, 1 an et demi de retard sur Ferrari, 1 an et demi de retard sur McLaren, sur Aston Martin, sur tout le monde. Bon, ça arrive de faire des concepts et d'en changer. Mais je pense que du côté d'Hamilton, ça a beaucoup joué, ça aussi, pour le coup. Maintenant, pour Hamilton, je pense que c'est là qu'on en vient maintenant à l'analyse du move. Pour Hamilton, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne idée d'aller chez Ferrari. Pour 2 raisons. Enfin, on va dire pour 2 situations. La première situation, il y va, il n'arrive pas à gagner. Globalement, il n'y a pas beaucoup de surprises. Ce ne serait pas le premier ni le dernier champion du monde à aller chez Ferrari et à pas réussir à ramener la coupe à la maison. Ça a été le cas d'Alonso, ça a été le cas, Massa n'était pas champion du monde, mais ça a été le cas de Massa avant, ça a été le cas de Sébastien Vettel. Tous sont passés très proches d'un titre avec Ferrari, mais ne l'ont pas obtenu. Et en particulier Alonso et Vettel, qui ont été chacun double vice-champion. Vettel, c'est quand même 14 victoires chez Ferrari. Ça en fait de lui le 3e pilote le plus victorieux avec Ferrari. Donc, quand je vois des gens en commentaire dire que Vettel et Ferrari, c'était nul, non. C'est juste que face à eux, il y avait Mercedes qui était imbattable et il y a eu des erreurs, etc. Il n'y a pas eu de titre, mais c'était pas ils n'ont pas été nuls, clairement, loin de là. Mais effectivement, ils n'ont pas réussi à avoir le titre. Donc, au final, si Hamilton il y va et qu'il ne gagne pas, son héritage, l'héritage qu'il laissera à la Formule 1, n'en sera pas beaucoup impacté. Et je pense même que ça peut être positif du fait d'être allé chez Ferrari, d'avoir tenté quelque chose. On ne pourra pas lui reprocher plus tard de dire c'est un mec qui a jamais pris de risque, qui est toujours resté là où ça marchait, etc. Parce que Hamilton, il a déjà pris des risques. Changer de McLaren à Mercedes en 2012. Alors là, aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui la situation, on se dit bah ouais, frérot, logique. Mais en 2012, il faut se remettre dans le contexte. En 2012, Mercedes, c'est personne. Mercedes en 2012, c'est 2 victoires. Ever. Enfin, ever. Il y a aussi le. Je sais pas pourquoi il y a des ballons qui viennent de passer devant ma tête. Hein. Ça, par contre, c'est fou. Hein. J'ai pas décidé ça. Bref. 2012, ils ont que 2 victoires depuis leur retour en 2010. Quelques pôles, quelques podiums par-ci par-là. McLaren, c'est une écurie historique de la Formule 1, titrée plein de fois, avec beaucoup de victoires, des grands pilotes de renom qui ont roulé pour eux. Et Hamilton, à ce moment-là, il vient de gagner, il n'y a pas si longtemps, entre guillemets, son dernier titre avec McLaren, puisque ça date de 2008. Donc, à l'époque, quand il dit « je vais chez Mercedes », tout le monde le regarde et lui dit « mais frérot, t'es complètement malade. Ce que tu fais, gros, ça n'a pas de sens. Tu vas dans une équipe qui va pas... Enfin, ça va pas marcher, quoi. » Au final,
2013, Mercedes termine deuxième du championnat constructeur. Une saison qu'on oublie pour Mercedes, mais c'était pas une mauvaise saison. Derrière les intouchables Red Bull avec Vettel à l'époque. Donc il termine carrément devant Ferrari avec 3 victoires, si je ne m'abuse, au compteur. Il y en a une pour Hamilton en Hongrie, il y en a une pour, et il y en a 2 pour Rosberg à Monaco et à Shanghai. Donc c'est plutôt une bonne saison. Et à partir de 2014, bon, bah, frérot, vous connaissez l'histoire, hein, le rouleau compresseur Mercedes, 8 titres d'affilée, des centaines de victoires pour Mercedes, 6 titres pour Hamilton, 1 pour Nico Rosberg. Voilà, l'histoire s'est écrite. Globalement, Hamilton l'a dit, ce que je ressens dans mon passage de Mercedes à Ferrari, c'est ce que je ressentais à l'époque entre McLaren et Mercedes. C'est-à-dire, je sens que c'est le bon choix. Alors frérot, en tant que fan de Ferrari, je suis ravi que tu dises ça, parce que si on est parti pour 8 ans de domination Ferrari, où est-ce que je signe? J'y crois pas de ouf. Mais en tout cas, c'est un peu le feeling d'Hamilton. Hamilton, comme j'ai dit, rien ne peut... Enfin, ça peut pas mal se finir. Parce que la pire situation, c'est de pas gagner. Et s'il gagne, ce sera un dieu vivant. Enfin, objectivement, hein, vraiment. Déjà, s'il cale un autre titre, il devient le plus titré de l'histoire. Déjà. Donc rien que ça, il rentre dans l'histoire. Mais en plus de ça, il le fait avec Ferrari. Ferrari qui galère depuis plus de 20 ans à aller retrouver Enfin, plus de 20 ans, j'exagère, mais 2007. Donc ouais, mine de rien, tout doucement, on s'y approche des 20 ans. Donc s'il ramène le titre, ce sera une légende vivante. Les gens vont... Frérot, ils vont prier le dieu Hamilton, hein, je pense, après. Donc, dans les deux cas, tout se passe bien. Maintenant, pour Ferrari, par contre, j'avoue que je sais pas si c'est une très bonne idée. Voilà. Pourquoi ? Parce que on le dit, en tout cas c'est ce qu'on laisse entendre depuis pas mal de temps maintenant, on veut faire un team entièrement sur Charles Leclerc, et au final, bah là on signe Hamilton, quoi. Donc ça n'a pas trop de sens. Moi je me posais déjà la question personnellement, j'ai pas eu le temps d'en parler parce que très vite Hamilton a été annoncé, mais quand on annonçait déjà en rumeur Gasly ou Alex Albon en coéquipier de Leclerc, je trouvais déjà ça un petit peu bizarre parce que je me suis dit, bon, on a besoin d'un... C'est très méchant ce que je veux dire, mais on a besoin d'un Bottas, on a besoin d'un Hülkenberg, tu vois, d'un bon pilote, mais qui va pas inquiéter Leclerc. C'est de ça qu'on avait besoin, enfin c'est d'un pilote comme ça qu'on avait besoin chez Ferrari, pour faire ce qu'ils veulent faire en tout cas. C'est-à-dire un team 100%, enfin tourné vers Leclerc. C'est de ça qu'on avait besoin à mon sens. Bon, au final on signe un septuple champion du monde. Et je sais pas si c'est la très... Enfin, je sais pas si Leclerc était très content de cette nouvelle. Alors après, pour Leclerc, par contre, si bat Hamilton, bah là, frérot, il est bien. Il est bien, parce que clairement, tout le monde saura que Leclerc, c'est pas un mauvais pilote. Bon, on est déjà persuadé de ça, on le sait que Leclerc, c'est un très bon pilote, mais s'il parvient à battre Hamilton à la régulière dans la même voiture, bon, ça voudra dire quand même qu'il est au niveau des Verstappen, Hamilton, Alonso, etc., tous ces pilotes. Donc ça pourrait être très bénéfique pour lui. Maintenant, je suis pas sûr que pour Ferrari, ça soit la meilleure solution en termes de gestion de pilote. Alors Fred Vasseur, c'est pas Mattia Binotto. Pas de souci avec Mattia Binotto, mais effectivement la gestion de pilote, on l'a vu en 2022, très compliqué. C'est-à-dire que le frérot, ça met 5 tours à dire au pilote d'intervertir les positions quand il faut, etc. Clairement, on était sur quelqu'un, sur une couille molle. Hein. Voilà, on va pas se le cacher. Qui avait très très peur de prendre des décisions. Et en particulier quand ça concernait les pilotes. Je pense que Fred Vasseur n'est pas de ce truc-là. Donc, disons que les deux, là, ils vont avoir le droit de s'accrocher peut-être une fois en piste. Et puis après, le premier qui touche l'autre, il est dead. Fred Vasseur a une très bonne relation avec Leclerc, puisque Leclerc a roulé avec lui dans sa jeune carrière. Mais il a aussi une très bonne relation avec Hamilton, puisque Hamilton a lui aussi roulé pour un Grand Prix, donc le team de Fred Vasseur en F2, qui à l'époque était le GP2, en 2006. Donc il a une très bonne relation avec les deux pilotes. Il connaît très très bien les deux pilotes. Et je pense qu'il va réussir à les gérer. Mais c'est pas la situation idéale. Et surtout, c'est une situation qui est
entre guillemets contraire à ce qu'on annonçait, c'est-à-dire un team tourné vers Leclerc. Maintenant, je viens de conclure là-dessus. Quand on y réfléchit, au final, est-ce que ce serait pas la meilleure solution pour Ferrari ? Pourquoi ? Parce que mettre un mauvais pilote, entre grosses guillemets, à côté de Leclerc, pour dire frérot, voilà, la voie est libre, tu peux rouler, etc. De toute façon, à côté de toi, il n'y a personne qui va t'inquiéter. Bah, au final, c'est peut-être pas une super solution, ça, parce que ça pousse pas Leclerc à être plus performant, à apprendre, etc. Alors que faire venir un Hamilton, contrairement, et c'est un point positif en plus par rapport au fait de faire venir Pierre Gasly ou Alex Albon, qui aurait pu pousser Leclerc en performance, c'est-à-dire le challenger et le pousser à être plus rapide, comme Sainz le fait aussi. Sainz, c'est pas un mauvais pilote. Par contre, ce qu'Hamilton apporte que personne d'autre peut apporter, entre guillemets, quasiment à part Fernando Alonso, mais on va pas faire revenir Alonso chez Ferrari de sitôt, croyez-moi, c'est son expérience. Et ça, il l'apporte non seulement à l'équipe, et à Leclerc. Donc, ça, pour le coup, c'est hyper positif. Parce qu'une fois qu'Hamilton part, parce qu'Hamilton, il va pas rester là, il va pas rester 10 ans chez Ferrari. Il va partir, un jour ou l'autre, à la retraite. Et à la rigueur, peut-être il claque un titre. Allez, les frérots, c'est pour moi, c'est cadeau. Et ensuite, il s'en va. Et bien ça, au final, il aura laissé toute son expérience à Leclerc, qui est immense. L'expérience d'un septuple champion du monde, qui est passé dans plusieurs écuries, qui a construit une équipe autour de lui. Enfin, l'expérience à apporter à Leclerc, elle est énorme, toute la connaissance, etc. Enfin, c'est immense ce que peut apporter Hamilton à Leclerc en tant que pilote. Globalement, ce qui lui manque Leclerc, c'est pas tant ce qui se passe en piste, c'est ce qui se passe autour. Leclerc, il a un peu plus de mal à fédérer, à être un vrai leader, à prendre des décisions, à avoir du poids dans une équipe. On le sent toujours un petit peu timide, on va dire, par rapport aux déclarations. C'est pas le genre de pilote qui va prendre la radio et qui va dire écoutez-moi bien, maintenant on fait comme ça et pas autrement. Ça, c'est plus d'une trempe de Verstappen, d'un Hamilton, d'un Vettel à l'époque, ou d'un Alonso aussi, qui sont tous de très très grands champions. Et c'est ça qui différencie aussi les bons pilotes des grands champions. C'est pas juste rouler vite. Ça, entre guillemets, je ne vais pas dire que tout le monde peut le faire, mais globalement, les 20 pilotes qui sont en Formule 1, s'ils sont là, c'est qu'ils peuvent le faire, de rouler vite. Par contre, derrière, fédérer une équipe, être un vrai leader, savoir remonter le moral quand ça va pas, mais aussi savoir calmer les gens. Parce que chez Ferrari, on a tendance un peu à s'exciter. En gagne de course, on n'en peut plus. C'est aussi le rôle d'un leader, et ça, je pense que Hamilton, il peut l'apporter. Et donc, quand il partira, tout ça, ça va rester chez Ferrari. Et en plus de ça, si on devait rajouter un dernier truc, Hamilton va ramener pas mal d'ingés avec lui. Et ouais, parce que Fred Vasseur, depuis qu'il est arrivé, il a un recrutement très très agressif. Il est venu chercher des gens chez Red Bull. Il est allé en prendre chez Mercedes, notamment. C'est là qu'il a fait la grande pioche, chez Mercedes et Red Bull. Et chez Mercedes, il y en a pas mal qui hésitaient un petit peu, parce que bon, c'est pas rien d'aller chez Ferrari, n'empêche, parce que c'est quand même une équipe qui est très différente des autres. La pression est énorme, parce que la pression médiatique italienne, etc., est gigantesque. La façon de bosser, très différente aussi des autres équipes, et surtout, c'est en Italie. Ça peut paraître con dit comme ça, mais pour beaucoup, c'est des ingénieurs anglais, britanniques, qui sont installés en Grande-Bretagne. Il faut savoir que 80% des équipes de F1 sont basées à 40 minutes l'une de l'autre en Grande-Bretagne. Vous avez Aston Martin qui est juste à côté de Silverstone, McLaren qui est à Woking, Mercedes qui est à Brackley, Red Bull qui est à Milton Keynes, vous avez Alpine qui est à Enstone. Toutes les équipes sont en Angleterre. Il n'y a que très peu d'équipes qui ne sont pas en Grande-Bretagne. Vous avez Ferrari, Maranello, vous avez Sauber qui est en Suisse, je sais plus, j'ai perdu le nom de la ville, mais c'est pas grave. Et vous avez aussi AlphaTauri, enfin maintenant Visa Cash App mes couilles là, qui est aussi en Italie. C'est tout. As, ils sont un peu partout les frérots. As, on les compte pas, ils ont un siège aux États-Unis, mais en même temps ils ont une cellule, une cellule. Ils n'ont pas une cellule de 20 mètres carrés, mais ils ont une antenne, on va dire, à Maranello. Bref, les frérots, ils ont des Airbnb un peu partout sur Terre. Ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, globalement, toutes les équipes sont en Angleterre. Donc, déménager pour un ingénieur qui a grandi en Angleterre, qui a sa vie en Angleterre, sa famille, ses enfants à l'école, etc., partir en Italie,
c'est pas rien, et c'est souvent, ça a été le gros frein de Ferrari, et ça l'est toujours, hein, c'est le plus gros frein pour Ferrari, et, bah, ça refroidit pas mal de monde tout simplement. Donc là, le fait qu'Hamilton part, c'est aussi de se dire, bon bah on a envie de le suivre dans l'aventure, et je pense qu'il va apporter pas mal de monde avec lui. Et notamment d'ailleurs on parle de Peter Bonington qui est son ingénieur de piste, Bono pour les intimes, celui que vous entendez murmurer à l'oreille de Lewis Hamilton tous les dimanches, qui devrait normalement apparemment le suivre chez Ferrari. Donc finalement Hamilton il va apporter de l'expérience, une image énorme, vous imaginez, pour Ferrari, pour les voitures de route, pour tout le merch Ferrari et tout. Hamilton, c'est-à-dire qu'ils vont avoir Hamilton et Leclerc, c'est les deux pilotes avec Verstappen les plus suivis, les plus supportés par les fans de F1. Donc vous inquiétez pas que leur salaire, ils vont dépenser quasiment, je crois que j'ai vu, 140 millions d'euros par an, à peu près, pour les deux, cumulés. Donc ils vont dépenser plus que le budget cap. Enfin, à peu près, ils vont à peu près dépenser un budget cap, quasiment, dans le salaire de leurs pilotes. Voilà, pour vous dire. Alors, le budget cap ne rentre pas dans le salaire des pilotes. Enfin, dans le salaire des pilotes, pardon, ne rentre pas dans le budget cap, parce que sinon, ils rouleraient sur des trottinettes. Mais effectivement, ils vont dépenser plus de thunes pour leurs deux pilotes que As n'en dépense pour tout. Tout. Genre la voiture, les pilotes, les ingés, l'usine, le loyer, l'électricité, quasiment. Ils vont dépenser plus pour leurs pilotes que As pour tout. Donc, autant vous dire que c'est un sacré budget, mais je pense que niveau merch et tout, ils vont se rattraper très très vite. Donc voilà, Hamilton, il va apporter de la connaissance, de l'expérience, de la visibilité, et aussi pas mal d'ingé avec lui. Donc, ça pourrait être le move du siècle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue de fan, pour nous, pour l'histoire, oui, c'est le plus gros transfert de l'histoire de la F1. C'est un des plus gros transferts de l'histoire du sport. Et voilà, on va dire que le frérot a éclipsé Mbappé au Real. En même temps, ça fait 5 ans qu'on nous en parle, donc logique. Bref, du coup, cette belle Williams, je vous la remets avant qu'on se quitte, parce que moi c'est pas le tout, mais j'ai des réels à faire. Frérot, il a envie de partir. Voilà, très belle voiture. On n'a pas appris grand chose parce que, comme on l'a dit, c'est une maquette. Mais on a cette nouvelle voiture, on a de très très belles combinaisons et on a deux pilotes qui ont l'air motivés. Regardez leur tête. Ils sont très déter. Non. Ce commentaire me termine. Voilà, hop. Je vais liker, mais c'est pas grave. Bon, effectivement, ça risque... Non, moi je le sens bien, Williams. Moi je le sens bien. Vous êtes médisant avec ces commentaires. Je le sens très très bien. Effectivement. Après, pour terminer sur Ferrari, qu'est-ce qu'on va faire de Carlos Sainz? Bon, on en parle beaucoup quand même chez Audi de Carlos. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait en 2025? Est-ce qu'il va direct chez Alpha? Enfin, chez Sauber, enfin chez Steak F1 Team, chez Burger F1 Team, là. Regardez-moi ça, là, quand même. Regardez-moi ça. C'est catastrophique. Il présente à 20h ce soir. On sera pas en live. Il y a Drake qui fait la présentation. Pourquoi c'est Drake qui annonce le nom de l'équipe? Pourquoi? Elle va être verte et noire. Vous le sentez, la voiture carbone avec juste des liserés verts là? Je vous le dis, de toute façon, on se retrouvera sur Insta. Pas de problème. Il y aura de la story pour réagir, mais ça va être catastrophique. On sera pas en live malheureusement. Je suis deg parce que j'aurais bien aimé être en live pour qu'on découvre la voiture ensemble et qu'on rigole ensemble. Mais ce ne sera pas le cas. Je vais retourner là-dessus parce que c'est l'heure de se donner rendez-vous pour la prochaine. Prochain live, ce sera du coup le 7. Le 7, c'est quand le 7? On est lundi, du coup c'est mercredi. J'ai réussi à faire 5+2 dans ma tête très très vite, vous l'avez vu. Petite anecdote, j'ai envoyé un mail à Alpine. J'ai envoyé un mail et des DM sur Insta et TikTok à Alpine pour être invité à la présentation de l'équipe à Londres, mercredi donc. J'ai pas de réponse pour l'instant. Voilà, je vous l'avoue. Ce qui est pas une surprise, hein, objectivement, mais comme on dit dans le jargon, qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà, peut-être qu'on se retrouvera en direct depuis Londres, hein, pour la presse alpine, hein, qui sait.
globalement, on sera ici. Ça part en ASMR, je sais pas pourquoi, mais on va être là. On va être ici parce que je pense pas être invité. Mais voilà, on se retrouvera le 7. Pas d'heure encore. Vous suivez sur les réseaux. Vous serez au courant. D'ici là, j'aurai trouvé comment faire fonctionner le son. Enfin, j'espère. Vous savez quoi, dès que j'arrête ce live, je vais sur un tuto directement sur YouTube d'une chaîne qui a 20 abonnés pour aller me trouver comment activer le son sur ce putain de Streamlabs. Bref, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. On finit à 3 spectateurs pour un tout premier live, frérot. Je suis très satisfait. Voilà. Merci. À plus dans le bus. Et